Bonjour, merci d'être venu. Je viens vous parler de SQLite en WASM. Qu'est-ce que c'est, pourquoi faire et comment ça marche? Alors d'abord, je me présente. Je suis le QA lead de Paylead, où on enrichit votre expérience à chaque fois que vous faites des achats. Et je suis aussi le maintainer de Baby Engine, un moteur de jeu en Rust qui monte et sur lequel on s'amuse beaucoup. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas sur Mastodon. Alors, on va d'abord parler de ce qu'est SQLite, un très rapide rappel, l'impact qu'il a eu sur le monde mobile, et maintenant son arrivée en WASM et les API navigateurs qui sont utiles pour le faire marcher. SQLite, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une base de données intégrée qui commence à avoir quelques années maintenant. Le projet a été commencé en 2000. C'est une bibliothèque C, il n'y a pas de process serveur. Tout est vraiment dans le client. On a un support bien complet de SQL, on a même les transactions acides, et le principe c'est qu'une base de données, c'est un fichier. Alors quelques estimations, parce que quand notre serveur c'est un fichier, on n'a pas de télémétrie, on estime qu'il y a 1 trillion de bases de données SQLite déployées dans le monde, et c'est la deuxième bibliothèque logicielle la plus déployée. Alors où est-ce qu'il est présent? Partout, dans votre système d'exploitation, macOS, Windows l'utilisent pour leurs préférences, iOS et Android aussi. C'est dans tous les navigateurs qui l'utilisent pour sauvegarder les réglages utilisateurs. C'est directement dans les librairies standards de PHP et de Python. Et c'est aussi, par exemple, j'ai cherché un peu des trucs étonnants, c'est dans Airbus, c'est dans les voitures GM, dans Nissan, Suzuki. Donc il y en a vraiment partout. J'ai pas vu s'il y en avait dans les Boeing, mais en même temps, pour l'instant, c'est mieux de ne pas être associé avec eux. Dans les applications mobiles, qu'est-ce que ça a amené? Ça a été très facile à utiliser parce que les OS ont exposé des API pour ça sous la forme de bases clés-valeurs. Et donc, toutes les applications peuvent les utiliser très facilement. Donc, dedans, elles vont sauvegarder tous leurs réglages, elles vont sauvegarder des données de fonctionnement. Et ça permet une synchronisation très facile entre les appareils et aussi le backup, parce que finalement, la base de données, c'est juste un fichier. Ça va permettre aussi une meilleure utilisation en mode offline, puisqu'on peut avoir les données en sauvegardées en local, donc pas besoin d'appel réseau, et un meilleur respect de la vie privée, parce qu'encore une fois, si les données sont locales, on n'a pas besoin de les retraiter sur le serveur. Mais en WASM, maintenant, qu'est-ce que ça mène? Eh bien, en fait, exactement la même chose qu'en mobile. Donc on va pouvoir avoir une meilleure réactivité, parce qu'on n'aura pas besoin de faire des appels réseau, on aura tout dans le navigateur. On aura la persistance aussi dans le navigateur avec les dernières API du navigateur qu'on a. On va réduire les échanges réseau vu que tout est en local, plus besoin de serveurs. Du coup, s'il n'y a plus besoin de serveurs, il a moins de charge. Et on respecte la vie privée puisque les données clients restent chez le client. Elles n'ont plus besoin de venir chez nous. Comment ça a démarré? Donc, SQLite, c'est un projet qui vient de 2000, mais la première version pour essayer de la faire tourner dans le navigateur, c'est SQLJS qui a démarré en 2012. Et sa version 1, ça a été en novembre 2019. Ça commence à faire quelques années. Et ensuite, il y a vraiment la distribution officielle SQLite Wasm qui est disponible, elle, depuis la version 3.40 de SQLite, donc depuis mars 2023. Comment ça marche? Ça compile exactement le même code que celui qui tourne en natif, mais en Wasm. Il y a juste quelques petites aides pour remplacer dans la libc les allocations, ou aussi tout ce qui est accès aux fichiers, parce que ça n'existe pas en Wasm. Elle expose 4 niveaux d'API. Le premier, c'est l'API bas niveau, c'est la même que celle de C, avec quelques différences sur les allocations, encore une fois. Il y en a une au-dessus qui est construite à partir de ça, qui est l'API orientée objet, que je vais vous présenter dans quelques instants. Encore au-dessus, il y a l'API communiquant avec un web worker par message, qui est le standard pour communiquer avec les web workers. Et encore au-dessus, il y a l'API avec des promesses qui frappent ces messages. Alors pourquoi cette histoire de web worker? C'est si on l'exécute directement depuis le thread UI. Alors c'est très facile à faire, mais c'est pas recommandé parce que sur le thread UI, on n'a jamais le droit de bloquer, sinon le navigateur ne répond plus. Donc pour peu que vous fassiez une requête très très grosse, ça peut le ralentir. Et c'est aussi limité en API navigateur auquel on a accès. Donc si on est sur le thread UI, on peut sauvegarder en session de storage ou en local storage, et on est limité à 5 mégas. C'est déjà bien, mais on peut faire mieux. Et en plus, c'est beaucoup plus long. Et depuis le thread UI, vous pouvez utiliser l'API C ou l'API orientée objet. Si vous passez dans un web worker, déjà vous pourriez utiliser pour la persistance les Origin Private File System qui permettent dans certains cas de monter jusqu'à 60% du disque dur de la machine. Donc on a déjà beaucoup plus de marge. On ne bloque jamais le thread UI vu qu'on est dans un autre thread. Et c'est là qu'on va utiliser l'API par message ou par promesse, sachant que vous pouvez aussi utiliser l'API orientée objet, mais du coup vous devez mettre votre code directement dans le web worker, et après c'est à vous de faire de votre couche de synchronisation avec le thread UI.
un exemple de l'API orientée objet. Donc c'est très simple, on appelle le script SQLite3.js, et lui ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre dans le global la fonction SQLite3initModule. Cette fonction, quand on l'appelle, elle va récupérer le fichier wasm, et elle va exposer une promesse qui envoie l'objet SQLite3 sur lequel après on peut faire tout ce qu'on veut. Donc là on appelle l'API orientée objet avec le point OO1. Ils ont décidé de la nommer 1 au cas où ils veulent en faire une deuxième plus tard. Ils se laissent la marge. Et puis après on écrit une requête exactement. Donc on peut faire dbexec, on crée une table, on insère des données avec un binding, puis on récupère les données avec des callbacks pour avoir les valeurs. Et bien sûr on n'oublie pas de fermer la base de données à la fin. Là, on voit que quand j'ai créé ma base de données, le db avec des parenthèses, je n'ai pas donné de nom de fichier, donc ça va créer une base de données en mémoire sans persistance. Maintenant, on va essayer de réfléchir à un scénario sur lequel je trouve personnellement que c'est très intéressant. Donc on va vouloir extraire des données d'un Snowflake, puis après l'utilisateur peut affiner ou trier les résultats pour avoir exactement les données qu'il veut. La première option, c'est à chaque fois on va récuser la requête sur Snowflake. Alors oui, ça va marcher, mais c'est lent parce qu'on aura des appels réseau à chaque fois, même si Snowflake est très rapide, et ça va coûter des sous parce que ça empêche votre base de données de retourner dormir. Du coup, si on veut que la base de données retourne dormir, ce qu'on va faire, c'est on va mettre les données en cache dans notre back-end, puis après on traite tout dans le back-end et on renvoie les données au front-end. Là encore une fois, ça va être lent, ça va faire plein d'échanges réseau, on perd toute la privacy parce que les données du coup sont stockées sur notre back-end, et ça coûte de l'argent parce qu'il faut qu'on gère ça aussi niveau back-end. La dernière option, celle que je veux vous proposer, c'est on a notre SQLite dans le front-end, on met les données de Snowflake dedans, et après on peut faire tous les retraitements qu'on veut. Et là, on est content, c'est rapide, c'est sécurisé, tout est super. Je vais vous présenter une petite démo de comment ça marche. Alors, sur un site web déployé par SQLJS, où il y a déjà tout qui marche, et je vais utiliser la base de données Chinook. Si vous ne la connaissez pas, c'est une base de données exemple, où ils permettent de la récupérer dans un paquet de formats si vous voulez l'exécuter quelque part. Donc voilà, j'ai ma base de données. Je vais pouvoir charger le fichier que j'ai téléchargé auparavant. Voilà, il a tout injecté. Si vous voulez voir un peu les données dedans, il y en a beaucoup. Voilà, c'est une base d'un méga. Maintenant, on va essayer de faire quelques requêtes dessus. Alors, une première toute simple, juste lister les albums. C'est une base de données d'un commerçant de disques. Donc voilà, on a tous nos albums. On peut faire la même chose avec les customers. Ça reste des requêtes relativement simples pour l'instant. On commence à avoir quand même plus de données. Après, on va voir un peu ce qu'il y a niveau facturation. Voilà, on a nos données. On commence à utiliser des limites, des mots-clés un peu plus compliqués que juste du select étoile. Puis ensuite, on va voir un peu de quoi sont faites les tracks. Donc on voit qu'on a des chansons, et on a aussi des media types suivant à quel format les clients peuvent les télécharger. Et si par exemple, on veut voir à quel format et toutes les informations sur une chanson bien précise, For Truth About to Rock, We Salute You, voilà, on voit qu'on l'a disponible en plusieurs formats, et qu'à chaque fois, elle coûte 99 centimes. Maintenant, si on essaye de faire un peu plus compliqué, des requêtes SQL imbriquées, pas de souci, ça marche bien, c'est très rapide. Si vous voulez, dans la console, on a les temps de réponse, voilà, ça a mis 5 millisecondes à s'exécuter, 1 milliseconde pour l'affichage. Puis si vous aimez bien les joins, on va faire quelques joins. Ça commence à être un peu plus lent. Ça reste quand même très rapide. Cette fois, ça a été 80 millisecondes pour l'exécution et 20 millisecondes pour l'affichage. Et on a bien toutes nos données. On veut du SQL un peu plus compliqué. On va essayer de faire du windowing. Donc là, ce qu'on va récupérer, c'est les chansons dans chaque album et le numéro de la track sur l'album, avec un partition, pas de problème, c'est très rapide. Et on continue avec une dernière requête. Là, on va vouloir le total des ventes en Irlande, Pays-Bas et Finlande, groupés par année. Et voilà, pas de souci. Donc on a quand même un moteur SQL capable de faire à peu près toutes les requêtes que vous pouvez essayer, et très rapide dans le navigateur. Si vous voulez utiliser des UDF, même ça c'est possible. Il faut juste les compiler en WASM puis les rajouter. C'est un peu plus compliqué, mais c'est possible. Si on retourne sur les API navigateurs qui rendent ça possible,
Alors bien sûr, la première, c'est WebAssembly, qui est supporté à peu près partout, sauf si vous utilisez encore IE11. Là, ça va être compliqué. L'idée, ça va être d'avoir du code compilé, que ce soit à partir de C ou toute sa famille, ou du Rust, et on a des performances proches du natif dans le navigateur. L'API suivante qui est très intéressante, c'est les web workers. Celle-là, elle est supportée partout maintenant, et ça permet d'avoir du multithreading sur le web. Entre un web worker et le thread UI, on va communiquer par message. Alors ça marche, mais c'est lent, il faut copier tous les objets. Il y a une autre API que je vous présenterai un peu plus tard, qui n'est pas encore utilisée pour SQLite en Wasm, mais qui est beaucoup plus rapide, mais un peu plus compliqué à déployer. La suivante que je voulais vous présenter, c'était le Origin Private File System. Ça, c'est supporté assez bien, mais pas encore partout. C'est tout en gris et pas en vert, parce qu'il y a d'autres API qui sont exposés dans le File System API, mais on n'en a pas besoin de ces API. Et donc là, on a deux modes de stockage. Le best effort, qui va être le navigateur se charge de nettoyer les fichiers quand il a besoin de récupérer de la mémoire, ou le persistant, et là, ce sera l'utilisateur de les nettoyer. Et suivant les modes et les navigateurs, ils n'exposent pas tous exactement les mêmes settings, mais on a 10 Go ou 10% ou 60% du disque. Le web storage, ça c'est des API qui sont plus vieilles, donc déjà elles sont bien gérées partout. C'est celles qu'on va utiliser pour faire de la persistance quand on est dans le thread UI. Et donc c'est là qu'on a le local storage et le session storage qui sont limités à 5 mégabits et où on stocke des objets JavaScript, donc c'est un peu moins optimisé que juste pouvoir stocker des fichiers directement. Une API qui n'est pas du tout utilisée pour SQLite en Wasm, mais qui sera très intéressante pour faire des applications avec des refreshing ou des choses comme ça, c'est l'API de scheduling, qui va pouvoir vous permettre de prévoir des tâches dans le futur. En gros, c'est si vous faites des set timeout, arrêtez, utilisez cette API-là. Comme ça, vous pouvez dire, mon API, mon call, je veux qu'il soit fait dans X secondes. Et par contre, c'est à toi de le scheduler en fonction que tu veux qu'il soit user blocking ou visible ou qu'il soit complètement dans le background et peu importe quand est-ce qu'il est exécuté en vrai. Et ça nous retourne une promesse. IndexDB, là, c'est une base de données directement dans le navigateur. Si vous êtes allé à la conf Surreal hier soir, par exemple, c'est là-dessus qu'il se base en Wasm. Et donc, vous avez des clés valeurs. Et ça permet de stocker aussi des objets JavaScript directement comme ça. Et les dernières API dont je voulais vous parler très rapidement. Alors la Shared Array Buffers, c'est celle qui va permettre de pouvoir avoir de la mémoire partagée entre des web workers et le thread UI. Mais c'est beaucoup plus compliqué à déployer. Il faut mettre des headers bien spécifiques. C'est pas encore tout à fait au point. La File System API, là c'est une API qui va permettre d'accéder à n'importe quel fichier de votre file system, pas seulement ceux que vous sauvegardez pour votre site. C'est aussi possible à utiliser, mais c'est pas encore supporté bien par tous les navigateurs, et c'est plus lent parce qu'à chaque fois il va faire des contrôles d'accès. Si vous restez sur le Origin Private, il ne fera pas de contrôle d'accès parce qu'il sait que c'est limité à votre site web. Et les deux dernières qui m'intéressent beaucoup aussi parce que je suis dans le développement de jeux vidéo, c'est WebGPU et WebXR. Mais en même temps, je me dis que dans pas trop longtemps, ce sera possible de faire des traitements en compute sur le GPU à partir de données qui viennent de SQLite dans le navigateur. Et c'est quand même assez intéressant ce que ça va permettre. Merci à vous. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, là-bas. Oui, merci pour la présentation déjà. Est-ce que il y a des choses que SQLite va permettre de faire que la IndexDB ne va pas permettre de faire, comme tu as parlé des deux? J'ai pas beaucoup joué avec IndexDB, mais tu peux stocker que du JavaScript, enfin, tu peux stocker des objets JavaScript dedans, donc ça te permettra ça. Par contre, je pense que SQLite sera plus fort en requête SQL, où tu peux même mettre des UDF et faire ce que tu veux directement dans ta base de données. Ok, merci. Merci à vous et bon après-midi.